Dans l'actualité de ce jeudi 16 août, suite à une forte suspicion d'intoxication à la ciguatera, l'ARS mène des investigations du côté des pêcheurs et des plaisanciers. La toxine n'inquiète pas. 13e cérémonie commémorative pour le crash de Maracaibo. Les familles et proches des 152 victimes ont tenu une nouvelle fois à se retrouver pour entretenir la mémoire et obtenir justice. Depuis le 13 août, Jacques Jean-Louis est au volant de l'un des 14 nouveaux bus à haut niveau de service. Nous l'avons accompagné dans l'une de ses premières tournées. Enfin, grand rassemblement ce samedi 18 août à Fort-de-France. Le collectif Zéro Poison, Zéro Chlordécone et le mouvement Moon souhaitent sensibiliser le grand public aux problématiques de la contamination de nos sols. Olivier Bérisson, président du mouvement Moon, est notre invité ce soir. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Hier, je vous l'annonçais, une quinzaine de personnes souffraient d'une intoxication alimentaire due à l'absorption d'un poisson pêché dimanche dernier. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de professionnels de la mer et de plaisanciers pour savoir si de nouvelles précautions sont prises. Reportage de Johan Boulard. Karang, Tizier, Vivano, la pêche du jour. Max écaille son poisson en prévision d'un blaf, sans inquiétude aucune. Je suis pêché secteur Caraïbes, Trois-Îles, Belfort-de-France, qui descend dans le nord. Je ne vais jamais attraper pièce problème et puis ciguatera et puis ni un secteur non plus, je ne vais jamais entendre dire mon malade dit ça. Il ne faudrait surtout pas qu'une psychose gagne les esprits. Faut pas dramatiser là quand même, mais tu as en difficulté. Michel est lui matelot depuis toujours. Le poisson, il en mange de toutes sortes et à toutes les sauces. Karang, barracuda, et poisson rouge, blanc, n'importe. Je n'ai jamais eu d'intoxication alimentaire. Eddie Eliazor est lui marin professionnel au programme Balade en mer et pêche sportive. La ciguatera dans nos eaux, lui non plus, n'y croit pas trop. La ciguatera, on dit qu'elle se situe plus au niveau des îles du Nord, donc ce qu'on appelle donc, à partir de la Guadeloupe qui est ici, et puis en remontant donc les petites îles, enfin Saint-Martin, enfin Anguilla, etc., jusqu'aux grandes Antilles en fait. La bécune, le barracuda, s'il dépasse 1 mètre, voire 1 mètre 20, on peut penser qu'il a pu voyager, enfin sortir des îles du Nord et remonter ici avec peut-être de la ciguatera. Mais ça, c'est des suppositions qu'on fait. Le barracuda, parmi les 400 espèces susceptibles d'être infectées, comme la carangue, les murènes, le mérou. En somme, les prédateurs situés en haut de la chaîne alimentaire. Quand bien même, le consommateur se dit serein face à cette toxine des récifs coralliens. On va continuer à acheter poisson malin, mais c'est pour là. Pour le moment, d'après les autorités sanitaires, les cas présentés aux médecins ne sont pas avérés comme résultant de la ciguatera. Les investigations devront être poussées, mais il y aurait tout de même de fortes probabilités. Comme 2 précautions valent mieux qu'une, éviter les poissons carnassiers de plus d'1 kilo. Les pleurs des années précédentes ont laissé place au souvenir à une quête de justice. Les familles des victimes du crash de Maracaibo se sont retrouvées ce matin pour commémorer la disparition de leurs proches 13 ans après le drame aérien du 16 août 2005 au Venezuela. Journée d'émotion collective, d'autant que c'est en octobre que la Chambre d'instruction doit se prononcer sur la demande de non-lieu décidée en première instance. Après une marche silencieuse jusqu'à la cour d'appel et des prises de parole, la commémoration s'est achevée au Saint-Esprit par un dépôt de gerbes. Regardez ces réactions recueillies par Johan Boulard. Il y a eu un non-lieu prononcé en première instance. C'est incroyable. Et là, le dossier est actuellement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. C'est-à-dire que des magistrats vont se prononcer une seconde fois. Je rappelle que 150 personnes ont perdu la vie. Que font ces justiciables? Ils demandent simplement que la chaîne des responsabilités soit établie. Nous sommes venus leur dire que nous sommes conscients du fait qu'ils nous cachent la vérité, qu'il y a des hommes d'ombre et qu'il faut qu'ils les dissipent avant de prétendre conclure sur un non-lieu. Ils ne veulent pas aller dans ces directions-là parce que ça les dérange. Mais nous,
c'est la vérité qui nous importe, quel que soit ce qui se cache derrière, quelles que soient les relations économiques ou diplomatiques des uns avec les autres. Nous avons quand même perdu les nôtres, des gens qui pour nous comptaient, des gens qui donnaient un sens à notre vie. Et donc, nous ne sommes pas prêts à abandonner le combat, même si c'est long, même si c'est épuisant, et même si il nous coûte d'être en permanence dans une lutte incessante. Cet après-midi, la direction du centre commercial Place d'Armes a demandé aux commerçants de la galerie marchande de baisser le rideau à cause d'une forte odeur de fumée. Les pompiers et la police sont venus inspecter les lieux très tôt dans l'après-midi. La pollution des sols au chlordécone est une problématique d'actualité, un véritable problème qui mobilise autant certaines associations écologistes que les pouvoirs publics. Le collectif Zéro Poison, Zéro Chlordécone et le mouvement Moon organisent ce samedi 18 août un grand rassemblement à la Cour Périnon à Fort-de-France. Olivier Bérisson, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le président du mouvement Moon. Alors, on a vu que pendant le tour d'Ailleul, vous avez collecté un certain nombre de signatures pour un dépôt de plainte que vous avez émis. Ensuite, on a aussi vu que vous avez obtenu plus de 3000, si les chiffres sont bons, signatures pour une pétition. De quoi il s'agit exactement? Est-ce la même chose, la même guerre qui est menée en fait? Vous avez raison, nous sommes en guerre pour réintégrer notre humanité et faire en sorte que la logique économique ne dépasse pas, ne supplante pas la logique humaine. Aujourd'hui, c'est un combat pour non seulement être humain, tout simplement. On vient de voir le reportage de l'AFCA. C'est assez incroyable de voir qu'on doit se battre pour notre santé et faire en sorte qu'elle soit mise au centre de toutes les actions. Le chlordécone est un crime contre le peuple martiniquais. Donc, nous avons plus de 600 plaintes enregistrées justement pour crimes contre le peuple martiniquais par empoisonnement. Nous avons aussi une pétition dont vous avez parlé. Donc, les gens pourront la signer samedi, rendez-vous à 8 h. Alors, la pétition, elle est liée à la plainte? De quoi il s'agit? Non, enfin, de toute manière, tout ce qui permet de sensibiliser et d'éveiller, mais surtout de mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités, nous le ferons. Donc, il s'agit d'avoir des actes symboliques aussi. Nous appelons le peuple martiniquais à venir avec un tinet. Alors, on va et une bouteille d'eau. Voilà, et puis, je voulais dire que c'est le collectif Zéro chlordécone, zéro poison. Pas zéro poison, zéro chlordécone. C'est zéro chlordécone, zéro poison. Alors justement, vous parlez également de programmes de détoxication. Alors, s'il s'agit de quoi? C'est sur les sols ou c'est sur les hommes? Ah non, c'est sur la personne humaine. C'est-à-dire que nous sommes en train de mettre, plutôt le collectif est en train de faire un travail sérieux là-dessus. C'est-à-dire qu'ils choisissent des personnes volontaires, peuvent s'inscrire et devront suivre un programme alimentaire pendant 4 ans. D'accord. Et on doit faire les analyses. Des personnes qui sont contaminées. Oui, donc on fait les analyses au départ et il y a un suivi qui se fait pendant 4 ans. Donc ça demande un engagement. C'est un engagement de pouvoir montrer que c'est possible de ne plus avoir de chlordécone dans le corps au bout de 4 ans. Et là, vous avez obtenu combien de volontaires pour le moment? Alors, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire parce que c'est le collectif qui gère ça, mais il me semble qu'il y a quand même plus de 50 personnes qui sont déjà volontaires. Dont moi. Donc, voilà, et c'est-à-dire que vraiment mettre les autorités face à leurs responsabilités et puis que plus jamais aucune décision ne soit prise à l'encontre de la santé des Martiniquais sous prétexte de chômage à venir parce qu'il y aurait des difficultés par rapport à la banane. Alors justement, en parlant des Martiniquais, comment réussir vraiment à mobiliser, je dirais même à sensibiliser le Martiniquais quand on voit notamment dans vos manifestations, dans vos mobilisations précédentes, ils ne se sont pas tellement bougés, en tout cas physiquement sur place. Donc comment réussir aujourd'hui à les sensibiliser? La vraie mobilisation pour nous n'est pas forcément qu'il y ait 2000 à 3000 personnes dans la rue, mais qu'il y ait 300 000 personnes qui commencent à planter près de chez elles, qui commencent à consommer différemment, qui commencent à comprendre que leur santé passe par leur propre souveraineté personnelle. C'est ça la vraie mobilisation. Vous savez, 3 000 personnes qui font un coup de poing, ça fait le buzz,
Mais le vrai combat, c'est qu'on consomme différemment, qu'on arrête de croire que tout va nous être donné de l'extérieur, que ce soit le médicament, que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, que nous ayons confiance dans notre capacité à enlever un peu de gazon et à planter pour nous donner à manger. Justement, avec votre recul sur les choses, est-ce que vous voyez ce changement? Est-ce que oui. autour de vous, oui. vous voyez de depuis plus en plus... Depuis 2009 d'ailleurs, depuis 2009, il y a eu un éveil là-dessus. Et ils continuent et les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent faire confiance qu'à eux-mêmes dans tous les domaines. On vient de le voir pour le crash aérien. La justice et le droit, c'est d'être une personne humaine. C'est ça le vrai droit. Ce n'est pas de respecter la loi, etc. C'est un droit et une loi naturelle d'être une personne humaine. Nous sommes des privilégiés de participer à l'œuvre de la vie. Et ça, c'est sacré. Alors que les autorités ne le comprennent pas, d'ailleurs, demain matin, nous allons mener une action en faveur des familles de la Dominique pour les empêcher d'embarquer sur le bateau. C'est nous qui allons les empêcher d'embarquer sur le bateau. On ne peut pas aujourd'hui ignorer que nous sommes une famille. Vous êtes ma famille, madame. Les gens qui nous regardent sont ma famille. Les gens qui nous regardent au-delà de l'océan sont ma famille. Comment je me comporte avec ma famille? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, pour revenir au programme, donc samedi, vous appelez à au 8 rassemblement. Voilà. Samedi à 8 h à la Cour Périnon, donc rassemblement. Donc, les gens doivent venir avec un tinet et une bouteille d'eau. Alors, pourquoi? Ben, écoutez... C'est pour le symbole ou il y a une action qui sera menée? Symboliquement, vous produisez le dessert de notre pays et en produisant le dessert de notre pays, vous vous empoisonnez. Ça veut dire qu'un certain nombre de pays estiment que d'autres personnes humaines peuvent s'empoisonner pour leur donner leur dessert. Je ne sais pas si on constate à quel niveau nous sommes d'humanité. Donc là, aujourd'hui, symboliquement, il faut apporter ce tinet-là et la bouteille d'eau parce qu'il y a de chlordécone dans l'eau. Malgré tout ce que peut dire soit la SME ou Odyssey. Il y a de chlordécone dans l'eau et aujourd'hui, c'est important de porter une bouteille d'eau et le tinet. Nous leur dirons ce qu'ils auront à faire sur place. Un non, petit peu pas du tout. La surprise, sur place, il y a un programme avec des artistes. Alors justement, vous avez annoncé un programme jusqu'à 14 h. Donc il y a un programme à plateau artistique, il y a une marche qui est prévue. Donc le circuit sera donné aux gens samedi. Il y a évidemment la plainte qui sera à disposition pour ceux qui ne l'ont pas encore signé, la pétition aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore signé. Donc voilà. Et vous avez beaucoup insisté, j'ai vu, sur l'échange. Vous appelez la population à venir échanger avec vous. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de chlordécone dans l'eau. Quand on faisait signer la plainte, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, moi, je mange du riz et des pâtes. » Et on leur a dit « Mais tu fais cuire avec quelle eau ?» Parce que déjà... Donc déjà, et puis vous voyez, il y a aussi échanger, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont manger les produits importés sous prétexte qu'il y a du chlordécone chez nous. Nous disons non. Nous devons planter. La majeure partie des terrains sans chlordécone sont des terrains où il y a des maisons, où il y a du gazon. Donc nous disons aux gens, vous pouvez planter près de chez vous. Mais j'ai envie de vous demander, et les personnes, ou en tout cas leurs terrains font partie de ces terres chlordéconées, oui. Quelle serait la solution pour elles? Écoutez, aujourd'hui, il y a des techniques hors sol pour faire... Mais c'est coûteux ça quand même. Nos grands-parents, je me souviens de ma grand-mère qui avait une feuille de tôle avec des poteaux en bois et puis qui faisait sa laitue. Ce n'est même pas une question de chlordécone, c'est tout simplement pour ne pas avoir à se baisser, etc., pour la laitue facilement. Donc, les anciens avaient des techniques que nous pouvons moderniser, évidemment, mais tout le monde, aujourd'hui, devrait avoir sa laitue, son oignon, ses plantes médicinales, sa tomate, ses concombres, son giromon près de chez lui. Et c'est possible avec la culture au sol, mais c'est possible aussi de faire des échanges entre voisins. Il y a des fois des voisins qui n'ont pas de chlordécone. Donc celui-là peut planter des légumineuses ou des choses qui vont au sol comme le concombre. L'autre fait des fruits, par exemple, etc. Il fait ce qu'on appelle un verger. On revient sur le bon voisinage. Mais aujourd'hui, seuls nous, c'est-à-dire seul le peuple, seuls les gens, la personne humaine, peut aujourd'hui contrecarrer le système dans lequel on nous a mis, c'est-à-dire une totale dépendance à tout. Je rappelle que la dépendance est une maladie mentale. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et puis je vous donne rendez-vous à samedi pour dévoiler ce mystère du tinin et de la bouteille d'eau. Et le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison et le mouvement Moon, je vous remercie d'avoir dit mouvement parce que souvent on ne sait pas trop nous situer puisque nous avons un discours un peu nouveau, donc on appelle activistes, etc. Nous sommes un mouvement politique. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie.
Jean-Jacques Jean-Louis, 57 ans, est conducteur sur un des 14 bus à haut niveau de service mis en circulation depuis le 13 août dernier. Il fait partie de la soixantaine de chauffeurs formés à la conduite de ces nouveaux engins du projet TCSP de 25 mètres de long, pouvant recevoir une centaine de passagers. José Lechertier a embarqué à ses côtés le temps d'un trajet. Regardez. À peine arrivé à Carrière, c'est l'heure de la relève. Pas de temps à perdre. Jacques doit effectuer les démarches nécessaires avant la mise en route. Si Jacques semble à son aise au volant de BHNS, c'est parce qu'il a des kilomètres à son compteur. Au départ, j'étais chauffeur de taxi. Et par la suite, on est venu à travailler avec CFTU Mosaïque. Conduire un véhicule d'une telle dimension sur une voie réservée avec tous les aléas rencontrés sur le trajet demande une attention de tous les instants. Connu pour son calme légendaire, Jacques a vécu une grosse frayeur au volant de son BHNS. Il y a une moto pareille qui déboule et qui coupe devant BHNS et pour remonter la voie du BHNS, la voie du TCSP. Comment vous avez fait pour éviter? Comment ça s'est passé? Je me suis tenu bien en place et il a effleuré BHNS, le flanc. Le motard a pris la fuite, mais plus de peur que de mal. Mener cet accordéon de 2 décamètres ne se fait pas sans formation. Quelques spécificités sont à connaître. Concernant effectivement la longueur du bus, on a quand même des caméras qui remplacent effectivement le rétroviseur intérieur qui nous permettait de voir à l'intérieur des autres bus classiques. On a des caméras de sortie de porte, donc on peut voir par le biais des caméras le mouvement des voyageurs. Donc ça c'est un supplément pour les conducteurs par rapport au bus classique. Et puis la conduite est quand même un peu différente puisqu'on passe d'un moteur quand même thermique à un moteur hybride, donc thermique électrique. Donc ça aussi il y a une conduite particulière à avoir. Et là où les conducteurs effectivement doivent faire le plus attention, si je puis dire, c'est en termes d'accostage, puisque lorsqu'on arrive au niveau des stations, il faut se stationner d'une manière particulière pour que les clients puissent accéder au bus sans danger. Voilà. Donc le client accède au bus sans heurter son pied sur le bord du trottoir. Après une boucle de 2 heures, Jacques enchaîne jusqu'à la fin de son service. Voilà, on a terminé, on vient d'arriver à Carrière, terminus. On va repartir pour Almadies-Bocandal. Votre enfant rentre au CP ou est au lycée. Sans doute faites-vous partie des 2 millions de familles à avoir reçu ce jeudi l'allocation de rentrée scolaire. Cette année, les montants alloués sont en légère hausse par rapport à l'an dernier. Le montant de l'allocation dépend de l'âge de votre enfant. Entre 6 et 10 ans, vous percevez 367,73 €, soit une hausse de plus de 3,64 €. Entre 11 ans et 14 ans, cette allocation est de 388,02 €, soit une hausse de plus de 3,84 €. Enfin, la dernière tranche, 15-18 ans, cette allocation est de 401,47 €, soit une hausse de plus de 3,98 €. En plus donc des conditions de ressources, l'enfant doit être né entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2012 pour donner droit à cette aide. Sport maintenant avec cette rencontre passionnante d'un passionné, Olivier Desroses, arbitre international de judo, qui a investi le dojo de Sainte-Luce hier soir pour partager son expérience avec de jeunes judokas martiniquais. Une approche bienveillante et très pédagogique à l'initiative d'Alfred Séfiz, président du Squash Club Sainte-Luce, qui a séduit l'ensemble de l'auditoire. José Lechertier a recueilli quelques réactions. Mon expérience d'arbitre international fait que j'ai une expérience sur l'arbitrage au niveau mondial, au niveau national, il y a des petites subtilités, et puis voir comment ici on appréhende ces questions d'arbitrage ou de judo, puisque l'arbitrage ce n'est que, on va dire, du judo. Les Jeux Olympiques, c'est comme pour les athlètes, c'est une sélection d'arbitres en fait, au niveau international c'est une sélection d'arbitres. Aux Jeux Olympiques il y aura 15 arbitres au monde, voilà.
Là, ce qui se passe, c'est que je suis dans un groupe de 35 arbitres aujourd'hui qui sont, on va dire, présélectionnés pour ces Jeux Olympiques. Il reste 2 ans et il faut arriver à rentrer dans les 15. On oublie souvent la base parce qu'on voit des gens comme Teddy Riner avancer, faire de belles choses, mais en fait, on oublie qu'avant d'arriver à ces choses-là, ils sont passés par la base et qu'ils ont travaillé, répété. Donc, je suis passé, leur montrer que pendant toute l'année, ils pourront répéter et encore une fois répéter. Il n'y a pas vraiment de notion en fait. C'est vraiment ce qu'il faut faire. L'application, le travail sur les mains, s'ils entrent dans un jargon un peu plus judo, le kumikata, on appelle le travail sur les mains pour aller attraper le kimono et tout ça. Et en fait, c'est ce qu'il faut répéter. Les techniques, ça vient après. Après, oui, la condition physique, mais je pense qu'il le travaille avec les entraîneurs et on a déjà bien l'avantage aux Antilles physiques. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de retourner avec Hubert Bornil, redécouvrir la fabrication du boudin créole cuit au feu de bois. Une préparation traditionnelle effectuée en famille chez les Casimérius. Rend hommage Pardon, c'est tout de suite le JT de commune, c'est au Makouba, quartier Rivière-Roche. Regardez. Alors nous là qu'arrivé, moment là nous savons que boudin de base à dans nous là, mais il y a boudin et puis boudin. Alors il a fallu que j'aille dans ce quartier là, Rivière-Roche, Makouba, c'est là mon jeune génie. Tu as quel âge génie? Bon, il parlait de moi, mais plus de 80. Elle a toujours fait le boudin traditionnel au feu de bois, bagaille sérieux qu'il a. Et c'est fils là, Philippe, qui a assuré la succession. Belle entreprise familiale. Regardez ça, boudin et puis mi, gros boudin. Il faut braver pas mal de kilomètres pour trouver la boucherie des Casimirius. Ici, le boudin est roi. Et à la faveur des fêtes de fin d'année, les commandes affluent. La boucherie Casimirius, c'est de père en fils. Mon père était boucher, il a toujours. Il a. Et puis, un beau jour, m'a dit, mon métropole m'a dit, bon, il faudrait moi venir prendre le flambeau. Chacun tient son poste avec le sérieux et la concentration de circonstances. Marée boudin, plein boudin, les gestes sont bien rodés. Moi, les frères savent que là, on monte la campagne, pourquoi monter manger bon boudin. Différence qu'il y a, c'est que nous avons commencé déjà attaché là. C'est la ficelle Mao qui pratiquement marque de fabrique nous. Tu vois, c'est ça qui a fait que nous, monde qui est sorti de loin pour trouver goût boudin. Philippe Casimirius est avant tout un éleveur de cochons, mais il ne cache pas sa passion pour la préparation du boudin. Ça, c'est les herbages. Nous quand mettons encore les herbages en boudin nous, parce que là, vous dire manger un bon boudin qui sort de la campagne, il faut toutes ces ingrédients dedans. On persil, on est un pays. On est piment. Au sein de la petite famille, on en a fait une institution. Elle, c'est la maman de Philippe. Autrefois, avec son mari, elle a assuré la transmission. Maintenant, elle se contente de donner un petit coup de main de temps en temps. Les coabons, me dit-elle avec malice. Là, quand il est où? Oui, ça. Yo là, je vais quitter là, et puis moi là. Je vais là. Je vais tomber l'état là-bas. Saoudi. C'est ça même. C'est bon. Difficile de trouver mieux en termes d'authenticité. Ce boudin-là n'est pas destiné au supermarché. C'est le credo de la maison. C'est la force. C'est là que vous voyez, c'est la qualité. La qualité vient de là. C'est peut-être l'une des parties les plus difficiles dans le boudin à cause de la chaleur du bois. Mais les boudins en chute et même nous avons tiré en l'air à tout chaud et puis nous avons mis là. C'est prêt pour la livraison. Voilà. Allez, on va continuer de travailler. Travail. Information pratique maintenant avant de refermer ce journal pour tous ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée à la zone Petite Cocotte à Ducos. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard de Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans votre édition. Suite à une forte suspicion d'intoxication à la ciguatera, l'ARS mène des investigations du côté des pêcheurs et des plaisanciers. La toxine n'inquiète pas.
13e cérémonie commémorative pour le crash de Maracaibo. Les familles et proches des 152 victimes ont tenu une nouvelle fois à se retrouver pour entretenir la mémoire et obtenir justice. Depuis le 13 août, Jacques Jean-Louis est au volant d'un des 14 nouveaux bus à haut niveau de service. Nous l'avons accompagné dans une de ses premières tournées. Enfin, grand rassemblement ce samedi 18 août à Fort-de-France. Le collectif Zéro chlordécone, Zéro poison et le mouvement Moon souhaitent sensibiliser le grand public aux problématiques de la contamination de nos sols. Olivier Bérisson, président du mouvement Moon, était notre invité ce soir. À 20h, retrouvez 2 épisodes de Grey's Anatomy. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. Demain, 18h50, c'est Loïc Régis qui vous présentera la tranche d'information locale. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.